Merci pour l'organisation et merci pour l'introduction. Et merci à vous d'être là, nombreux, c'est assez impressionnant. Ce dont il va être question, c'est les cellules du cerveau. Si vous êtes là, c'est que vous savez à quel point notre cerveau fait des tâches complexes. Et la base de ces tâches complexes, évidemment, c'est l'efficacité de ce cerveau, de notre cerveau. Et il se trouve qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui fait l'efficacité de notre cerveau. Il n'y a pas une chose qui fait que notre cerveau est plus efficace. Et c'est pour ça qu'on peut étudier notre cerveau à différents niveaux, au niveau des molécules, au niveau des cellules, au niveau des réseaux, etc., pour essayer de comprendre son efficacité qui est vraiment, vous allez le voir, incroyable. Et donc aujourd'hui, moi, vous avez compris, moi je vais vous parler des cellules. Je vais vous montrer comment on peut essayer de comprendre l'efficacité du cerveau en regardant ces cellules. Et là, vous avez un échantillon de cellules du cerveau. En marron, là, en orange, ce sont les neurones qu'on connaît, c'est les stars. Et puis les autres cellules, là, j'en reparlerai. Vous voyez des astrocytes, des microglies. Et puis il y a peut-être une chose que vous voyez tout de suite, c'est que ces cellules, elles sont en interaction. Et en fait, on va le voir, c'est de cette interaction que vient l'efficacité extraordinaire du cerveau, mais j'y reviendrai. Et en fait, il y a plusieurs choses, j'aimerais faire passer plusieurs choses aujourd'hui. D'abord, évidemment, transmettre des connaissances. La recherche, c'est ça. Le but de la recherche, c'est de générer des nouvelles connaissances. Donc, autant essayer de les transmettre. Mais il y a d'autres choses que j'aimerais bien faire passer comme message. Déjà, par exemple, vous verrez peut-être que le cerveau, c'est le fruit d'une évolution, évidemment. Et puis, cette efficacité incroyable, elle a tendance à nous faire penser que c'est vraiment une machine parfaite. Et peut-être que vous verrez que finalement, on a un peu l'impression que c'est fait de briques et de broc, un cerveau, mais ça marche. Voilà. Et puis, il y a une autre chose, peut-être, que vous pouvez voir, qu'on pourra voir, c'est comment se font les découvertes scientifiques, finalement, dans quel contexte. Alors, quand on dit ça, ça peut être de l'épistémologie, de l'histoire des sciences. Moi, ce ne sera pas ça, vous allez voir, c'est des petites histoires amusantes, peut-être. Donc voilà. Et puis, il y a une chose, alors voilà, dans ce cadre-là, comment on fait les découvertes scientifiques, il y a une chose qui est assez claire, assez commune, c'est que les avancées technologiques permettent souvent les avancées du savoir, les avancées conceptuelles. C'est assez classique. Et par exemple, en 2015, il y a une équipe d'Harvard qui a utilisé une technique vraiment nouvelle, de la microscopie électronique en 3 dimensions. Le mot peut peut-être faire peur, mais ce n'est pas très grave. Pour l'instant, restez assis. Et donc, pour faire ça, vous voyez, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un petit bout de cerveau de souris de 50 microns et ils ont fait 1000 coupes qu'ils ont regardées en microscopie électronique. Ça, c'est de la microscopie électronique. C'est la technique la plus résolutive qu'on ait pour regarder un tissu. Et chaque petit élément que vous voyez, c'est un bout de cellule, un bout. D'accord ? Donc déjà, ça donne une indication sur l'enchevêtrement incroyable qu'il y a dans le cerveau. Pardon. Et si on regarde maintenant toutes ces tranches-là, en un film, donc chaque élément qu'on voit là, c'est un élément qui correspond à une seule cellule. Donc c'est difficile d'y comprendre quelque chose, c'est clair. Et donc ils ont fait une détection semi-automatique des éléments pour les assigner à des cellules particulières. Vous voyez, une couleur, c'est toujours la même cellule. Donc c'est une détection semi-automatique, vous savez ce que ça veut dire. On prend 6 stagiaires, on les met devant un écran, et puis ils encadrent, et ça fait ça. Donc voilà. Et ça permet en fait d'identifier chacune des cellules dans leur enchevêtrement. Et donc, ça permet de faire une reconstitution de ce bout de cerveau. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la reconstitution en 3D de ce petit bout de cerveau. Et puis, alors, on peut faire des choses incroyables. Du coup, ils ont fait, vous voyez, ils ont éclaté pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est tout à fait stupéfiant, c'est cette complexité, cette intrication. Bon, franchement, si moi j'avais su que c'était aussi compliqué avant de commencer à faire des neurosciences, j'en aurais pas fait, j'aurais fait de la finance, je crois. Vous voyez ? Et bon, c'était trop tard. Moi, ça y est, ça c'était en 2015, donc j'étais dans les neurosciences. Et donc voilà, donc il va s'agir de comprendre cette complexité. Alors, cette histoire de progrès technologique
qui permettent les progrès des connaissances, en fait, c'est une vieille histoire. Hein. Ça a commencé avec la découverte du microscope, l'invention du microscope par Anton von Leeuwenhoek, qui était un drapier hollandais qui voulait mieux regarder ses étoffes et qui a amélioré la conception des lentilles. On ne sait pas comment il a fait, il n'a jamais voulu le dire, mais n'empêche que ça a marché. Et donc, il observait donc ses étoffes, évidemment, mais aussi tout ce qu'il avait sous la main. Il était très curieux. Et il est allé dans la mare à côté, il a regardé avec son microscope, et il a découvert la vie microscopique, c'était le premier. Et puis, il s'est coupé un jour, et il a regardé le sang. Voilà. Et puis, vous voyez, ne me demandez pas comment, mais il a regardé des spermatozoïdes aussi, mais c'est une autre histoire. Voilà. Et donc, donc, il faisait ça en dilettante un peu, hein. C'était pas du systématique. Et il a fallu attendre assez longtemps. Vous voyez, Theodor Schwann, un Allemand, c'était donc systématique. Et il a regardé beaucoup de tissus, alors cette fois-ci des tissus biologiques, et il en a déduit une théorie qui est évidemment valable. Hein. C'était que le vivant est constitué de cellules. Hein, les cellules, c'est l'unité fondamentale du vivant. Voilà, c'était la théorie cellulaire. Mais évidemment qu'il est allé aussi regarder dans le cerveau. Hein, mais dans le cerveau, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que vous prenez un cerveau, je ne sais pas si vous avez pris un cerveau, c'est tout mou, en fait. On n'arrive pas à le regarder, on ne peut pas le couper, c'est mou. Et donc, il sentait qu'il y avait quelque chose d'un peu nouveau dans le cerveau, en tout cas un peu différent des autres types cellulaires. Et en fait, Joseph von Gerlach, qui était un autre anatomiste allemand, lui a eu une idée révolutionnaire, hein, technologique révolutionnaire. Il s'est dit, traitons chimiquement le tissu pour pouvoir l'observer. Et c'est ce qu'on appelle de la fixation. Il a fixé ça au bichromate de potassium. Et en plus, il l'a coloré. Et puis, comme c'était la mode de la photo, c'était l'explosion de la photo, il a pris des photos en plus. Et puis, comme il voyait bien qu'on ne pouvait pas le couper, il a dilacéré le tissu. Et il a observé ça. Voilà. Et il a dit, en fait, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne comprenait pas, parce qu'il n'y a pas de cellules dans le cerveau, mais des fibres interconnectées. Et c'est ça, le cerveau, ce sont des fibres. Et évidemment, ça marchait bien avec déjà le fait qu'on n'arrivait pas à avoir de cellules, et puis un réseau de fibres, vous voyez, interconnectées. Ça va bien avec l'idée qu'on a de la pensée. Hein. Si je contracte un muscle, je sais que c'est là. Mais si je pense à un événement, à un anniversaire, par exemple, ce n'est pas là, c'est partout. Donc un réseau, c'est cohérent avec cette idée qu'on peut avoir de la pensée. Donc voilà. Et puis au passage, c'est amusant parce que vous voyez là, ça, c'est une cellule. Donc il avait vu des cellules, mais il ne les avait pas comprises. Donc voilà. Et puis cette théorie réticulaire, hein, du cerveau, c'est quelque chose qui a été très forte, très importante. Beaucoup de gens ont travaillé dessus. À peu près au même moment, en Italie, il y a un psychiatre italien qui s'ennuyait dans son hôpital. Et donc, il a bidouillé ce qu'il avait dans sa cuisine. Et puis, c'était la mode de la photo. Alors, il a fait des colorations argentiques, comme la photo. Et il se trouve que cette coloration argentique changeait complètement la manière dont les cellules, dont le tissu était coloré. Ça colorait les cellules. Mais Golgi n'a pas compris tout de suite que c'était des cellules. Et il a dit, certes, ça colore quelque chose, mais ça reste un réseau interconnecté de fibres, etc. Et au passage, cette coloration de Golgi au nitrate d'argent, on l'utilise encore hein, dans les labos, c'est toujours actuel. On ne sait toujours pas pourquoi ça marque certaines cellules et pas d'autres. Mais si vous regardez là cette image, c'est une image qui n'est pas prise avec la coloration de Golgi. Hein. On injecte un colorant dans la cellule. C'est le même type de cellule là, sauf que là, c'est observé au microscope à 2 photons, à 600 000 €. Et vous voyez, le résultat n'est pas si différent finalement. Hein. Donc Golgi, bon, il n'avait pas compris que le cerveau était fait de cellules, mais quand même, c'était un anatomiste extraordinaire qui a apporté beaucoup aux neurosciences. Et donc voilà, la théorie réticulaire était toujours d'actualité et est arrivé Santiago Ramón y Cajal, Sa Majesté Cajal, qui a révolutionné, enfin qui a fondé, c'est pas qu'il a révolutionné, c'est qu'il a fondé les neurosciences modernes. Donc Cajal, c'était un médecin espagnol qui travaillait sur le muscle en fait. Il regardait comment étaient faits les muscles, comme son père, il a fait comme son père. Et puis lui, ce qu'il aimait, c'est le dessin.
Et puis un jour, il va voir un copain, et le copain lui dit « Tu travailles sur quoi ?» « Moi, je travaille sur le muscle. Et toi ?»« Moi, regarde, il y a un Italien qui a fait une coloration. Regarde, j'ai fait un cerveau avec, regarde. » Et là, c'est la révélation. Caral comprend l'organisation du cerveau. Ça paraît un peu délirant de dire ça, c'est sans doute un peu enjolivé, c'est lui qui le dit, mais néanmoins, il a révolutionné, il a changé la manière dont on voyait le cerveau, puisqu'il a compris, il a dit, ben non, le cerveau, ce ne sont pas des fibres interconnectées, ce sont des cellules indépendantes, connectées les unes aux autres. Et il a fait, c'est ce qui s'est appelé la théorie du neurone. Alors, quand il a fait cette théorie, il est allé l'exposer à la Société allemande de neuroanatomie, hein, c'était le temple de l'époque. Et bon, on lui a rigolé au nez, on lui a dit qu'on avait des choses sérieuses à faire et qu'il pouvait retourner en Espagne. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est le fondateur des neurosciences modernes. Et donc, ce qu'il a compris, donc, finalement, c'est la chose suivante. Voilà. Ça, c'est un dessin original de Cajal. Alors, Cajal, en Espagne, c'est comme Pasteur en France. Hein. Il y a des instituts Cajal, il y a des rues Cajal, mais on connaît moins en France, mais c'est quelqu'un d'important. Donc ça c'est un bout de cerveau, là, ça c'est une coupe de cerveau de souris, et c'est cette partie-là qui est dessinée, enfin une partie là, le cortex qui est dessiné. Et ce que Cajal a compris, donc, c'est que vous voyez, il y a des cellules, ça ce sont des cellules du système nerveux, des neurones, et donc il a observé ces cellules et il s'est dit, ces cellules forment un réseau. Si elles forment un réseau, c'est que l'information doit y circuler. Alors comment elle circule? C'était la question. Déjà, il a observé que les cellules n'étaient pas homogènes, qu'elles avaient une forme très hétérogène dans l'espace. Et effectivement, vous voyez, en partant du corps cellulaire, là, qui sont ces grosses taches, on voit qu'il y a des prolongements qui sortent, et des gros prolongements qui sortent, qu'on appelle les dendrites. Et puis, on voit aussi, enfin, il a vu, hein, qu'il y avait des plus petits prolongements, un seul, plus fin, qui part de chaque neurone, et c'est ce qu'on appelle les axones. Il avait compris que pour qu'il y ait réseau, il faut qu'il y ait communication, et sans même savoir que ça existait, il s'est dit il doit y avoir une zone de communication, c'était les synapses, qui ont été découverts dans les années 50 avec l'avènement du microscope électronique. Et puis au passage, ce qu'il avait détecté aussi, c'est qu'il y a des neurones, vous voyez, ces neurones-là, par exemple, donc, envoient leur prolongement très loin, parfois en dehors de la structure dans laquelle ils sont, alors que d'autres neurones, comme celui-là ou celui-là, restent dans la structure où ils sont, c'est ce qu'on appelle des interneurones, ils restent à l'intérieur, et on verra, ce sont des neurones inhibiteurs, alors que les autres sont excitateurs. Donc voilà, Cajal s'est dit, c'est un réseau dans lequel circule une information. Mais s'il y a une information qui circule, il doit y avoir un sens de circulation. Et donc, comment trouver le sens? Il avait bien pensé que ces deux prolongements différents, les axones et les dendrites, pouvaient avoir un rôle différent dans le transfert de l'information, mais comment le prouver? Eh bien, il a été simplement, enfin c'est tout bête, mais c'est quand même pas mal, il a été regarder une rétine, puisque dans la rétine, on sait d'où vient l'information et on sait où elle va. Et donc, c'est une rétine, et là, l'information vient de là, et vous voyez, elle arrive ici, au niveau de prolongement plus gros qui arrive sur le corps cellulaire, des dendrites, et puis l'information repart. Vous voyez qu'il a mis des flèches, hein, et l'information repart par les axones. Vous voyez qu'il y a des synapses, et vous voyez qu'il y a un interneurone. Donc, il a compris, sur la base de la morphologie, comment circuler l'information dans le cerveau, dans les cellules du cerveau. Donc c'est tout à fait remarquable. Alors c'est bien pour la rétine, mais en fait il a fait ça pour tout le cerveau et pour tous les animaux qu'il a trouvés. Et donc vous voyez ici, c'est cette structure-là qu'on appelle un hippocampe, parce qu'à cause de la ressemblance avec l'animal, mais en tout cas ça s'appelle un hippocampe. Et vous voyez qu'il y a les flèches, et en fait on peut les suivre. Alors vous voyez, les fibres arrivent du cortex, de plus haut, du cortex, elles migrent comme ça, elles arrivent dans cette structure qu'on appelle le gyrus denté, et puis on peut continuer comme ça tout le réseau. Et ça, c'est un réseau orienté dans l'hippocampe, c'est un réseau. Et ce réseau, donc, Cajal l'a compris à la fin du 19e siècle, hein, et il est toujours valable, on utilise encore les réseaux, enfin, on raisonne sur la base des réseaux que Cajal a identifiés, donc ça marche toujours. Et ce qui est intéressant aussi pour l'histoire des sciences, c'est que Golgi,
Vous vous rappelez le psychiatre italien qui s'ennuyait, Golgi avait vu aussi un hippocampe et l'avait dessiné aussi. Mais lui, il n'avait pas vu les réseaux. D'accord. Et c'est intéressant parce qu'il n'avait pas vu les réseaux parce qu'il n'avait pas compris que, les cellules étaient que le cerveau était organisé en cellules. Et donc ça dit des choses quand même, c'est intéressant, hein, quand on ne comprend pas, on ne voit pas. Vous voyez, c'est troublant. Et en tout cas, donc, Caral a vu et a compris donc, cette histoire de réseau. Et il a vu que les réseaux, il a compris que les réseaux sont stéréotypés, c'est-à-dire on a tous le même réseau, on a tous les mêmes réseaux dans nos mêmes structures, et ces réseaux sont conservés. C'est-à-dire que dans tous les animaux avec un cerveau, eh bien, il y a un hippocampe avec les mêmes projections de CA1, CA3, etc. C'est la même chose, aussi bien chez la souris ou le rat que chez le singe que chez l'homme. C'est pareil, les réseaux sont stéréotypés. Donc voilà, donc, quand on arrive à Caral, on comprend que ce qu'il faut comprendre, c'est les réseaux, c'est un réseau de neurones, comment ça fonctionne. L'information donc, circule le long des prolongements, d'accord, et puis est transférée au niveau des synapses, comme on va le voir un tout petit peu plus tard. Il y a environ 30 000 synapses par neurone, et puis je vous ai dit, il y a des neurones qui sont excitateurs, des neurones inhibiteurs. Je ne vais pas y revenir beaucoup, mais quand même, il y a une information là-dessous. Ce qu'il faut savoir, c'est que les neurones excitateurs utilisent le glutamate pour transférer l'information aux neurones suivants. Le glutamate, c'est un acide aminé, c'est une molécule qui constitue toutes nos protéines, donc on en a partout. Hein, et c'est cette molécule qui a été choisie pour transférer l'information dans la majorité des neurones, enfin 50% des neurones de notre cerveau utilisent le glutamate. Il y a des neurones inhibiteurs qui utilisent le GABA et la glycine, qui sont aussi des acides aminés, qui sont aussi présents partout dans notre corps. Et puis il y a d'autres types de neurones qui sont des modulateurs et qui utilisent la sérotonine, la dopamine, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du réseau, ça se passe comme ça. Mais ce que je vous propose, c'est de nous concentrer sur la cellule, le neurone, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait dans ce neurone, dans ces cellules, l'efficacité de notre cerveau, cette efficacité incroyable. Ce qu'on va voir, c'est que le neurone, donc, son rôle, ce qu'il fait dans le cerveau, c'est transférer l'information, conduire l'information le long de son axone et le transférer au niveau de la synapse. C'est ça, un neurone, ça conduit de l'information et ça le transfère. C'est ça, le neurone. Vous pouvez partir maintenant, c'est bon, vous savez ce que c'est un neurone. C'est qu'en fait, cette hyperspécialisation des neurones, ça conduit à des déficiences. C'est paradoxal, mais ça conduit à des déficiences. Il faut imaginer une Formule 1, c'est hyper spécialisé pour aller vite, mais si vous la mettez rue Gay-Lussac, c'est moyen. Donc c'est un peu pareil pour un cerveau. Alors c'est quoi ces déficiences? Donc je vous ai dit, l'information elle est transmise au niveau de la synapse. Quand l'influx nerveux qui est électrique arrive, eh bien, il y a du glutamate qui est libéré dans ce qu'on appelle la fente synaptique, qui va de l'autre côté, c'est fixé par un récepteur, et puis ce récepteur dit à l'autre neurone, c'est bon, tu peux t'activer, et ça repart. Voilà, c'est ça une synapse. Et là, il y a un problème évident, en fait. C'est que le glutamate, il y en a partout. Dans notre sang, il y a des concentrations 500 fois trop grandes de glutamate par rapport à ce qui est nécessaire pour signaler. Et donc, bien évidemment, s'il y avait le glutamate de notre sang qui se déversait dans notre cerveau, ce serait de l'épilepsie. Tous nos neurones seraient complètement activés. Et puis en plus, s'il y avait du glutamate et qu'il fallait transférer l'information, on serait perdu. Où est la bonne information? On ne saurait pas. Et donc, il faut la filtrer. Il faut éviter au glutamate d'arriver au niveau de la fente synaptique. Alors, on comprend, on peut empêcher le glutamate, on peut empêcher des choses d'arriver au niveau des neurones, mais ça pose un autre problème. Le neurone consomme énormément d'énergie. Notre cerveau représente 2% du poids de notre corps, mais ça consomme 20% de notre énergie. Et cette énergie, elle est due à cette conduction d'influx nerveux et à cette transmission. Et donc, notre cerveau est un énorme consommateur d'énergie, de glucose en l'occurrence. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un paradoxe. J'ai appelé ça la quadrature du cerveau. Donc, comment faire pour empêcher le glutamate d'arriver? Mais alors, j'ai pris le glutamate comme exemple, mais on peut
trouver plein d'autres molécules, des protéines, des ions qui, dans le sang, sont neurotoxiques, en réalité, et dont il faut se protéger. Mais inversement, il faut réussir à prélever dans le sang les ressources indispensables à la vie, principalement les ressources énergétiques, mais aussi les ressources pour construire les neurones. Donc, comment on fait? Eh bien, ce que je voudrais vous montrer, justement, c'est que ce sont les cellules non neuronales, qu'on appelle cellules gliales, qui jouent ce rôle, en fait, qui pallient les défauts, ces défauts-là. Mais là où il y a quelque chose d'en plus, c'est qu'on se rend compte que ces cellules, non seulement elles empêchent, elles préviennent les défauts, mais elles rajoutent un petit quelque chose. Un peu comme si, pour la Formule 1, le type qui met de l'essence, il fait un petit massage au conducteur pour qu'il aille plus vite. C'est un peu ce qui va se passer, et c'est ça qui permet aux neurones d'être si efficaces. Alors donc, les cellules gliales, c'est quoi? Alors là encore, il faut revenir à l'histoire. C'est un neuroanatomiste allemand encore, Rudolf Virchow, qui, avant même que les neurones aient été identifiés, en regardant un tissu, donc là il y a des nerfs, là il y a un vaisseau, il s'est dit mais en fait ça ne tient pas tout seul. Et donc il faut quelque chose. Et il a appelé ça le Nervenkit, je crois que ça veut dire le mastic du nerf. Donc, le mastic. Et puis en fait 2 ans après, il a barré, il a mis une note de bas de page, il a dit finalement ça s'appelle la neuroglie, la glu du cerveau. Voilà. Et depuis, c'est resté. C'est-à-dire que les gens disent, on dit, à partir du moment, enfin, si ce n'est pas du neurone, eh ben, c'est dans la glie. Alors c'est glial et c'est parti. Et donc, qui, bien sûr, a été le premier à comprendre qu'il y avait des cellules gliales, ben, évidemment, c'est Ramón y Cajal, qui, en changeant un peu les conditions de coloration de ces tissus, en fait, a vu des cellules un peu différentes en forme d'étoiles, donc astrocytes, il les a appelées les astrocytes. Et donc, il a vu qu'il y en avait un peu de 2 sortes, certains qui étaient collés à des neurones et certains qui étaient collés à des vaisseaux. Parce qu'en fait, il y a plein de vaisseaux dans notre cerveau, évidemment. Donc, c'est 2 types de cellules gliales, en plus, que Cajal a apporté, des astrocytes et des vaisseaux. Et puis, dans son labo, il y avait un de ses étudiants, Pio del Rio Ortega, qui, peu de temps après, lui aussi, il a bidouillé, et puis il a trouvé d'autres types cellulaires, vous voyez, des cellules plus petites, qu'il appelait microglies, et puis des cellules qui n'avaient pas d'embranchement particulier, donc ça s'appelle oligodendrocytes. Et donc voilà, ça a fait les cellules gliales. Alors là encore, pour la petite histoire, quand Pio del Rio Ortega est allé voir son patron en lui disant « Chef, j'ai découvert d'autres cellules gliales », Cajal lui a dit « C'est pas possible, il n'y a que moi qui trouve des cellules gliales », donc il l'a viré de son labo. Et Pio del Rio Ortega est venu à Paris, et il s'est fait virer aussi, et puis il est allé en Argentine. Et quelques années après, Cajal a dit « Non, c'est vrai, en fait, je me suis trompé, c'est lui qui avait raison, il y a bien d'autres cellules gliales », donc vous voyez, c'est quand même un grand monsieur. Et alors j'enlève le micro, mais quelqu'un m'a dit une fois, je ne sais pas si c'est vrai, qu'en fait Pio del Rio Ortega était homosexuel et qu'il le revendiquait, et donc c'est pour ça qu'il a été viré d'Espagne, mais aussi de Paris, où à cette époque ça ne s'était pas bien vu. Je ne sais pas si c'est vrai, donc on retirera ça au montage, mais en tout cas, si ce n'est pas vrai, c'est intéressant. Donc voilà, on se retrouve avec, vous voyez, ces 4 types de cellules, les astrocytes, les cellules des vaisseaux, les microglies et les oligodendrocytes. Alors je fais juste une petite remarque sur cette notion de cellules gliales. J'utilise ça aussi, c'est très pratique. Mais si on y réfléchit, ça ne veut rien dire. C'est un ensemble de cellules qui ont des fonctions différentes qu'on appelle gliales parce que c'est des non-neurones. Mais ça n'a aucun sens. Si je vous dis, moi je travaille sur les noms gauchers, vous vous dites, c'est un fou. D'accord, mais pourtant, ou les noms parisiens, ou les noms hommes, c'est des femmes. Donc, mais on parle de cellules gliales par facilité. Alors, la question qui s'est posée assez rapidement, et au fait, pour laquelle on n'avait pas de réponse, c'est combien il y a de cellules dans un cerveau, combien il y a de neurones, combien il y a de cellules gliales. Et on n'avait pas de réponse, en fait, parce que c'est très difficile de compter les cellules du cerveau, parce que si on prend un cerveau, en fait, c'est très différent. Selon l'endroit où on est, la structure est complètement différente. Et donc, si on compte à un endroit et qu'on fait une extrapolation, on se trompe en général. Et donc, c'est très difficile. Et cette difficulté, en fait, elle a entraîné beaucoup de problèmes. Parce que un des premiers qui a fait ces comptages travaillait dans une structure où il y avait beaucoup de cellules gliales et très peu de neurones.
Et donc, il a dit, voilà, il y a 10% de neurones et 90% de cellules gliales. Et ça a fait beaucoup de bruit, parce que du coup, les gens se sont dit, quoi, 90, on ne s'y attendait pas. Et c'est de là qu'est né ce fantasme qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, parce qu'il y a 10% de neurones, en fait. Ce qui est faux pour les 10% de neurones et faux pour les 10% du cerveau, évidemment. Donc ça a fait des erreurs, et puis ça a généré des fantasmes, parce qu'en se disant quoi, il n'y a que si peu de neurones, mais en fait peut-être que les hommes en ont plus que les femmes, les gauchers plus que les droitiers, et donc c'était faux, et puis c'est amusant, mais ça a aussi généré de la créativité. Vous avez peut-être vu ce film de Luc Besson, où c'est une femme qui n'utilise pas 10% de son cerveau, mais 15 ou 17 ou 32, je ne sais pas, et donc elle est beaucoup plus intelligente. Bon, c'est plutôt amusant. Mais en tout cas, c'est très difficile de compter les cellules du cerveau, et c'est qu'en 2009 que Susanna Herculano-Houzel, en fait, a développé une technique pour les compter. Et c'est une technique hyper simple, qui consiste en fait à dissocier les cellules du cerveau, à les dissocier et à les compter. Personne n'y avait pensé avant. Là, il y a des petits trucs pour le faire, mais c'est rien du tout. Et donc, on peut les compter, on peut compter le nombre de cellules entières, et puis on peut les marquer. Vous voyez, cette cellule-là, c'est un neurone, parce qu'on a des marqueurs spécifiques des neurones. Cette cellule-là aussi, donc voilà, on peut dire, voilà, sur tant de cellules, il y en a tant qui sont des neurones. Et c'est comme ça qu'elle a compris, compté, qu'on avait 85 milliards de cellules, de neurones dans notre cerveau, et 85 milliards de non-neurones. Alors c'était un peu une déception, parce qu'on se dit, alors c'est pareil, c'est comme ça. Et puis elle aussi, elle a fait un peu comme Caral, elle a compté ça sur plein d'animaux pour essayer de comprendre les différences ou les points communs. Et le point commun, en tout cas si on regarde les mammifères, vous voyez, sur la musaraigne, qui est le mammifère avec le plus petit cerveau, 0,2 grammes, ou l'éléphant, qui est le mammifère terrestre avec le plus gros cerveau, c'est à peu près pareil. Il y a 40% de cellules gliales et 60% de neurones, mais ce n'est pas très différent en réalité. Et elle a essayé de faire plein de comptages dans tous les sens, vous voyez, et puis le nombre de cellules gliales en fonction de la masse du cerveau pour tous ces animaux-là. L'homme est sur la droite, on n'est pas très différent, donc on ne sait pas très bien d'où vient la différence. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, si on performe mieux, c'est parce qu'on a inventé la cuisine qui permet d'avoir du sucre plus rapidement disponible. Voilà. Et puis, c'est une petite chose qui m'amuse toujours, mais vous voyez, la personne qui a travaillé sur l'animal avec le plus petit cerveau, il s'appelle Sarko. Voilà, j'y suis pour rien. Voilà. Et alors ces chiffres ça permet aussi d'avoir des chiffres encore plus impressionnants, parce qu'il y a 80 milliards de neurones, mais il y a environ 30 000 synapses par neurone. D'accord ? Ça veut dire qu'on a 1 million de milliards de synapses dans notre cerveau. C'est des chiffres astronomiques, mais au sens, ça ne veut rien dire. On ne sait pas quoi en faire de ces chiffres. Et il y a pire, c'est parce qu'on estime qu'il y a 1% de synapses qui se renouvellent chaque jour dans notre cerveau. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a 100 millions de synapses par seconde qui sont renouvelées. Donc, vous voyez, c'est des chiffres incroyables, mais on ne sait pas très bien quoi en faire, soyons clairs. Et puis d'autant plus que selon les régions de notre cerveau, ce n'est pas pareil, selon notre activité. Notre activité, ce n'est pas pareil. Donc, mais c'est des chiffres amusants, donc on les dit. Voilà, en tout cas, sur ces histoires de cellules gliales, donc, on peut quantifier maintenant les cellules. On sait, il y a 35% d'oligodendrocytes, je vais revenir sur tout ça, 15% d'astrocytes. Vous voyez, le cerveau, c'est un organe tellement extraordinaire qu'il y a plus que 100%, mais c'est parce que c'est des approximations. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec ça, et finalement, si on revient sur notre question de départ, ça revient à savoir, finalement, qu'est-ce que font ces cellules gliales pour aider notre neurone qui est un peu en type Formule 1, pas adapté à tous les terrains. Comment ils font pour que notre cerveau, pour que nos neurones soient aussi performants? Alors, il faut rentrer dans les détails. Là, on va être un peu plus technique. Donc voilà, la première chose, c'est cette histoire de synapse et puis de glutamate dont on ne veut pas finalement autour des synapses. Alors si on regarde les astrocytes, vous voyez, ce sont des astrocytes d'un cerveau de souris. Vous voyez, c'est des cellules donc étoilées, il y en a partout. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a l'impression quand même qu'elles entourent un vaisseau. Et effectivement, donc, si on regarde un vaisseau, d'abord, un vaisseau, il y a des cellules, comme ce que je disais tout à l'heure. Et donc ça, c'est un vaisseau. Et si on regarde les astrocytes autour de ce vaisseau, vous voyez, ils sont là.
Et en fait, les astrocytes envoient des pieds, qu'on appelle des pieds astrocytaires, le long des vaisseaux. Et les vaisseaux du cerveau sont tapissés de pieds astrocytaires. Et si on fait une coupe d'un vaisseau dans le cerveau, eh bien on voit les cellules qui forment le vaisseau lui-même qui sont engainées dans des pieds astrocytaires. Et c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui empêche en fait quasiment tout de rentrer dans le cerveau. Donc c'est comme ça que finalement, il n'y a pas de glutamate qui rentre dans le cerveau, mais il n'y a pas non plus de glucose. Et puis au passage, beaucoup des médicaments qui sont faits ne rentrent pas dans le cerveau à cause de cette barrière hémato-encéphalique, donc il y a aussi des désavantages. Alors, je dis qu'en fait ça bloque le glutamate, mais c'est partiellement vrai en fait. Parce que les neurones ont besoin de glutamate pour faire leurs protéines, pour fonctionner, ils en ont besoin. Donc ça en laisse un peu passer. Pas beaucoup, mais un peu. En tout cas, beaucoup trop pour qu'on puisse faire une signalisation normale au niveau de la synapse. Donc, il faut encore trouver quelque chose. Vous voyez, quand je disais c'est de briques et de broc, ah ben non, bon, ça marche, mais pas tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? Si on revient sur cette reconstitution 3D de tout à l'heure et qu'on enlève tout ce qui n'est pas les neurones, vous voyez, bon, donc il ne reste que les neurones. Vous voyez, ça, les protubérances, ce sont des synapses, en fait. Hein. Et si on regarde maintenant les astrocytes, eh ben, vous voyez, ils entourent complètement les neurones et les synapses. Si on regarde, là, c'est de la microscopie électronique. Ici, ce sont des dendrites, des axones, donc les synapses sont là. Et on voit les astrocytes qui sont tout autour des synapses. Les astrocytes entourent les synapses. Un astrocyte contacte environ 150 000 synapses. Vous voyez, c'est encore des chiffres incroyables. Et donc, le dessin de notre synapse, en fait, il faut y ajouter un astrocyte avec un bras, pied astrocytaire, bras astrocytaire, un bras qui est dans la fente synaptique, dans la synapse. Et ce bras-là se charge, en fait, d'éliminer le glutamate de la fente synaptique. Et cette fois-ci, oui, il n'y a plus de glutamate et il peut y avoir une signalisation normale. Mais en fait, là encore, il y a quelque chose en plus que les astrocytes font et qui est tout à fait remarquable d'intégration. C'est que s'il y a du glutamate maintenant qui est libéré, ça veut dire que le neurone a déchargé, le neurone a travaillé. Et s'il a travaillé, c'est qu'il y a eu de la transmission synaptique, il y a eu de la conduction du signal électrique, et donc il y a un besoin d'énergie. Et donc, quand les astrocytes détectent du glutamate et le repompent, eh bien, ils signalent ça au pied astrocytaire qui pompe du glucose dans le vaisseau pour le donner aux neurones. Et comme les neurones sont des gros pépères paresseux, en fait, ce n'est pas du glucose, mais du lactate qui est donné aux neurones, parce que le lactate est plus facile à utiliser pour produire de l'énergie. On produit de l'énergie plus rapidement. Donc, vous voyez, tout est fait pour que le neurone n'ait quasiment rien à faire d'autre que de transmettre l'information. Et il y a pire, pardon, et il y a pire, c'est que de temps en temps, l'astrocyte renvoie un petit peu de glutamate, c'est-à-dire qu'il participe à la neurotransmission. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est des rôles multiples, mais ça contribue aussi à la neurotransmission. Alors, voilà, on a le schéma de ce à quoi servent les astrocytes. Et je voulais vous présenter une expérience qui a été faite aux États-Unis dans le labo d'une chercheuse assez originale, Maiken Nedergaard, qui consiste, l'expérience qu'elle a faite consiste à prendre des astrocytes à partir de cerveaux humains, d'embryons humains, hein, et ces astrocytes de les réimplanter dans une souris nouveau-née. Et cette souris, elle l'a laissé aller jusqu'à l'état adulte pour voir ce que ça donnait. Alors déjà, si vous voyez ici, c'est le cerveau de cette souris, et en violet, ce sont les astrocytes humains. Et on voit que les astrocytes humains, déjà, ont envahi le tissu nerveux, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et si on regarde maintenant les synapses de ces souris, donc la fonction des synapses, vous voyez, en stimulant l'axone, on enregistre les synapses. Et vous voyez en violet, ce sont les souris chimères, vous voyez que la réponse synaptique est plus grande quand il y a des astrocytes humains. Et si on prend ces mêmes souris et qu'on essaye de leur faire apprendre quelque chose, eh bien, on se rend compte ici qu'elles apprennent plus vite une tâche simple. Il s'agit quand elles vont dans un coin de leur cage, on leur met un choc électrique et on mesure le temps qu'elles mettent pour apprendre à ne pas y aller.
vous voyez, c'est une tâche simple, hein, il ne s'agit pas de regarder la télé, c'est simple. Enfin, la télé. Et donc, c'est très simple. Et puis de la même manière, on a envie de dire que l'augmentation de l'activité synaptique, c'est quelque chose de très positif, qui est dû au formidable astrocyte humain, mais il n'y a pas de raison de penser qu'une augmentation d'activité synaptique, c'est mieux. Hein. Des fois, c'est moins bien, ça peut faire de l'épilepsie. Donc, en tout cas, c'est différent. Ce que ça dit, c'est que les astrocytes humains ont apporté une fonction nouvelle à la synapse des souris, et ça, c'est tout à fait nouveau et tout à fait inédit. Donc voilà, pour ce qui est des astrocytes, donc, je vous rappelle, ils forment 15% des cellules de notre cerveau, ils forment la barrière hémato-encéphalique, ils permettent l'approvisionnement énergétique des neurones, et ils contrôlent son environnement, hein, pour être plus général. En réalité, donc je vous ai parlé du glutamate, mais c'est un peu la même chose pour les autres produits un peu toxiques, notamment les ions. Les astrocytes contrôlent la concentration ionique autour des neurones. Donc voilà, alors on peut maintenant s'intéresser à la conduction de l'influx nerveux. On voit le rôle des astrocytes, mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est important les synapses, mais aussi la conduction de l'influx nerveux. Cette conduction, elle se fait dans l'axone, c'est une conduction électrique. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais c'est électrique parce qu'en fait, il y a des ions, sodium et potassium, qui sont échangés de part et d'autre de la membrane à l'endroit où le signal électrique est transféré. Et ce changement d'ions de part et d'autre de la membrane, en fait, coûte très cher en énergie aux neurones, et ça réclame beaucoup d'énergie. Et en plus, alors vous voyez, c'est assez rapide, hein, la transmission, c'est 10 mètres par seconde, c'est un coureur de 100 mètres, la Usain Bolt, il met à peu près ça. Hein, donc c'est remarquable, 10 mètres par seconde. C'est remarquable si vous êtes un invertébré et que vous êtes tout petit. Mais si vous êtes plus grand, une girafe, je ne sais pas s'il y a des girafes parmi vous, mais en tout cas, si vous êtes, vous voyez, si vous faites 6 mètres de long et qu'il faut 10 mètres par seconde pour transmettre l'influx nerveux, eh bien, le temps que vous voyez le lion, il vous a déjà mangé. Hein. Donc, il faut trouver quelque chose pour aller plus vite. Alors, ce qui a été trouvé au cours de l'évolution, ben, en fait, on peut le comprendre en regardant des axones dans un cerveau, en microscopie électronique encore. Ici, là, vous voyez, ce sont des axones. Et on voit bien ici qu'il y en a un qui est entouré d'une gaine, qu'on appelle la gaine de myéline, et qui est due aux oligodendrocytes. Les oligodendrocytes, hein, c'était ces cellules que Pio del Rio Ortega, le gars qui s'était fait virer, avait découvert. Et en fait, donc, ces cellules envoient des prolongements le long des axones, autour des axones, et forment une gaine. Alors, au passage, au cours de l'évolution, vraisemblablement, en fait, cette cellule avait envie de digérer l'axone, elle l'a entouré, et puis il y a une mutation, quelque chose, elle n'a pas pu le digérer complètement, et vraisemblablement, ben, ça a fait la gaine, et ça a été utilisé. Mais bon, on n'y était pas, hein, pour le voir. En tout cas, c'est l'hypothèse. Et donc, les oligodendrocytes envoient des gaines de myéline dans une 50aine d'axones différents, et ces gaines de myéline, vous voyez, entourent les axones, si bien que l'axone de tout à l'heure, il faut lui ajouter ces gaines de myéline qui sont très grandes. En réalité, il y a beaucoup plus de myéline que d'endroits sans myéline. Et l'influx nerveux ne se propage plus le long de l'axone, mais saute d'un trou à l'autre. Et ça va 10 fois plus vite. Donc ça va 10 fois plus vite, et donc on est à 150 mètres secondes, 500 km/h. Là, ça y est, on peut y aller, on peut être une girafe, on peut même être plus grand si on veut. On est dans les bonnes gammes de vitesse. Et en plus, ça économise énormément d'énergie puisqu'il y a beaucoup moins de flux ioniques qui vont de part et d'autre de la membrane. Donc, on économise de l'énergie. Et en plus, il y a toujours le petit plus que les cellules gliales font avec les neurones. Eh bien, l'astrocyte profite du fait qu'il n'est pas loin, souvent, des vaisseaux pour fournir, lui aussi, du lactate aux neurones sous forme de glucose, ce qui tombe bien puisqu'il entoure l'axone qui a besoin de beaucoup d'énergie, et donc il est là. Et au passage, en réalité, il ne pompe pas le glucose du sang, mais des astrocytes qui ne sont pas loin. Donc vous voyez, il y a des relations astrocytes, oligodendrocytes, neurones, c'est assez complexe. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Les oligodendrocytes, hein, ça fait environ 35% des cellules de notre cerveau. Ça assure la vitesse de la conduction et l'approvisionnement en énergie
des axones. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a des pathologies associées aux oligodendrocytes. Ce sont les leucodystrophies qu'on connaît. La sclérose en plaques, c'est la plus connue. Mais en fait, dans ces maladies, les oligodendrocytes sont déficients, donc la conduction de l'influx nerveux est moins bonne, et donc ça fait des pathologies évidemment sévères. Donc voilà, alors on est dans cette situation-là, hein, dans le cerveau, isolé de son environnement par la barrière hémato-encéphalique, avec les astrocytes, les oligodendrocytes qui permettent la conduction. Donc tout a l'air finalement assez bien, sauf s'il y a un événement malencontreux. Dans le système, dans la périphérie, ce qu'on appelle la périphérie, c'est-à-dire ce qui n'est pas le cerveau, hein, s'il y a une infection ou une lésion, eh bien, il y a le système immunitaire qui est mis en place. À partir du sang, les cellules sortent du système immunitaire et envahissent les organes pour faire le travail. Mais là, il y a un problème, puisqu'il y a la barrière hémato-encéphalique qui empêche le système immunitaire de venir, qui isole le cerveau. Et c'est un vrai problème. Alors comment faire? Là encore, de briques et de broc. Hein. La solution qui a été conservée, on va dire, qui a été sélectionnée au cours de l'évolution est la suivante. Ce système immunitaire, en fait, il est renouvelé en permanence dans notre corps à partir de la moelle osseuse. Et au cours du développement, les cellules de moelle osseuse qui donneront le système immunitaire viennent de notre sac vitellin. Donc quand on était embryon, vous savez, il y a une membrane qui entoure l'embryon, le sac vitellin, et de cette membrane naissent les cellules qui formeront les précurseurs du système immunitaire. Eh bien, la solution donc sélectionnée au cours de l'évolution pour le cerveau, en fait, ça a été d'utiliser ces précurseurs et de les envoyer dans le cerveau avant que la barrière hémato-encéphalique ne se referme. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, les cellules rentrent, la barrière peut se refermer et les cellules immunitaires du cerveau vont pouvoir se différencier. Et ce sont les microglies, donc le troisième type de cellules, elles aussi découvertes par Pio del Rio Ortega. Et effectivement, si on regarde un cerveau adulte, eh bien, les microglies sont présentes partout, extrêmement ramifiées, je ne sais pas si vous le voyez, présentes partout, au cas où il se passe quelque chose où elles pourraient intervenir. Alors, comment ça pourrait se passer, cette intervention? Eh bien, si on regarde, les microglies en temps réel, ça c'est un film qu'on a fait au labo, c'est un film qui dure 30 minutes en réalité, vous voyez que les microglies envoient et rétractent leur prolongement en permanence. Ce sont des cellules hyper dynamiques, de loin les plus dynamiques du cerveau. Et alors qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles font ça? Eh bien, vraisemblablement au cas où il se passe quelque chose. Alors s'il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, vous voyez ici, on a fait une lésion au laser, à un laser, et vous voyez que les microglies envoient leur prolongement. Pourquoi? On ne sait pas, vraisemblablement pour contribuer à la réparation de la lésion. Et donc, vous voyez, s'il y a un événement pathologique, les microglies interviennent, et effectivement, on observe que dans toutes les pathologies du cerveau, toutes les pathologies, hein, que ce soit des lésions, des infections, de la neurodégénérescence, voire même des maladies psychiatriques, eh bien, les microglies ont une morphologie altérée. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule, parfois on sait, mais en général, on ne sait pas pourquoi les microglies ont cette configuration un peu altérée dans toutes les pathologies du cerveau. Et alors quand même, c'est un peu troublant cette histoire, parce que les microglies donc, sont à l'affût d'un événement pathologique, mais dans une vie normale, il n'y a pas d'événement pathologique. La girafe de tout à l'heure, en gros, s'il y a un événement pathologique dans son cerveau, elle se fait manger par les lions hein, dans les minutes qui suivent. Donc c'est un peu étonnant d'imaginer que l'évolution ait gardé ce genre de solution au cas où. Mais en fait, ce dont on se rend compte de plus en plus, hein, les microglies, c'est un sujet à la mode, tout le monde travaille dessus dans le monde des cellules gliales en ce moment. Eh bien, ce qu'on réalise, c'est que c'est un véritable couteau suisse du cerveau. Hein. On a l'impression que les microglies, elles ont plein de rôles différents à tous les niveaux, et je vais vous en présenter deux aujourd'hui. Un premier rôle qu'on a compris, c'est dans le développement. Au cours du développement, vous savez, les yeux, au début du développement, le nerf optique, en fait, n'est pas différencié, va des deux côtés de notre cerveau.
Les nerfs optiques, ce sont les axones des neurones qui sont dans la rétine qui s'en échappent. Donc c'est des deux côtés. Mais si on regarde plus tard, eh bien, il y a une des branches du nerf optique qui est éliminée, ce qui permet d'avoir une vision en 3 dimensions. Alors c'est pareil de l'autre côté, hein, mais je ne l'ai pas indiqué. Et donc voilà, donc il y a un côté qui est éliminé. Eh bien, ce que les chercheurs, c'est un groupe à Stanford qui a compris ça, ils ont vu que dans la région où les neurones sont éliminés, eh bien, il y a des microglies. Et si on regarde à l'intérieur de ces microglies, juste après que l'élimination commence, eh bien, on voit plein de bouts de neurones, vous voyez ici en rouge, à l'intérieur des microglies qui ont mangé, phagocyté les axones. Et si on regarde par contre après la période où il n'y a plus d'élimination des axones, eh bien, les microglies sont vides de neurones. Donc les microglies ont contribué à éliminer des fragments cellulaires inutiles. Et ça, ce n'est pas un événement immunitaire, c'est un événement développemental tout à fait normal de la vie du neurone. Et puis ça, c'est ce qu'on fait au labo. Eh bien, on s'est intéressé, nous, à ce qui se passe au niveau de la synapse, puisque quand même, c'est important ce qui se passe au niveau de la synapse. Et puis, on s'est dit, peut-être que les microglies participent à la vie de la synapse. Et en fait, vous voyez, sur cette image, ce sont des synapses. Vous voyez 3 synapses. Et ici, vous voyez un récepteur, une molécule unique de récepteur. Et si on regarde en temps réel ce qui se passe, eh bien, on voit que les récepteurs, en fait, bougent en permanence. Ils ne sont pas fixes à la synapse, ils bougent. Vous voyez, ils se déplacent en permanence à la synapse. Et donc, ça pose un peu un problème quand même de régulation. Si les récepteurs bougent, comment tout ça est contrôlé? Eh bien, en fait, si on regarde un récepteur ou une synapse, évidemment, c'est problématique. Mais si on regarde l'ensemble des synapses d'un neurone, eh bien, globalement, il y a autant de récepteurs qui rentrent que de récepteurs qui sortent. Et finalement, à l'état stationnaire, eh bien, le nombre de récepteurs aux synapses est stable. Et ce qu'on a réalisé, c'est que si on enlève les microglies de ce système, eh bien, il y a une diminution drastique des récepteurs qui restent aux synapses, donc comme si, on ne sait pas comment, les microglies contribuaient à garder les récepteurs aux synapses. Donc voilà, donc les microglies, vous voyez, ça représente qu'environ 7% des cellules du cerveau, mais évidemment, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est le système immunitaire de notre cerveau. Elles sont activées dans toutes les pathologies, sans qu'on comprenne très bien qu'est-ce qu'elles y font. Elles ont un rôle qu'on appelle de ménage, ça vient de housekeeping en anglais, en français ça fait un peu vilain. Mais, donc vous voyez, elles font du déblayage, elles enlèvent les choses superflues, et elles font sans doute plein d'autres choses, et elles ont un rôle dans la neurotransmission. Donc voilà, on revient à la diapo du début. Donc ce que je vous ai dit aujourd'hui, eh bien, c'est que les neurones sont extrêmement spécialisés dans la conduction et la transmission de l'information nerveuse, et que par là même, elles sont un peu fragiles, que nous avons 100 milliards de neurones à peu près, et 100 milliards de cellules non neuronales, qu'on appelle les cellules gliales, et que l'efficacité finalement de nos réseaux de neurones repose sur l'interaction harmonieuse entre les neurones et les cellules gliales. Et bien évidemment, c'est logique, mais s'il y a une interaction disharmonieuse, eh bien, ça entraîne de la pathologie. Voilà. Alors, vous vous rappelez cette figure, cette image qui était un peu déprimante? Eh bien, vous voyez que finalement, on y arrive. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention.